Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Focus, le format interview de Digital Marketing for Pro. Si vous découvrez le podcast, Digital Marketing for Pro est une émission conçue pour aider les professionnels du marketing à challenger leur stratégie et les rendre toujours plus performantes. Notre mission, elle est simple, vous donner les clés pour mieux comprendre les évolutions du marketing digital et surtout savoir comment les transformer en actions concrètes. Pour cela, nous avons imaginé deux formats complémentaires. Tout d'abord, le résumé de l'actualité marketing digital. Tous les 15 jours, on décrypte les temps forts du marketing digital en moins de 30 minutes, un format clair, synthétique pour rester à jour sans y consacrer des heures. Et puis il y a Focus, le format du jour, le format où on prend le temps. À chaque épisode, on parle d'une vraie question, celle que se posent les marketeurs face à une nouvelle tendance, un changement d'algorithme, un outil ou une évolution terrain. On invite un expert, on creuse, on challenge les certitudes et on confronte les promesses à la réalité opérationnelle. Pas de théorie hors sol, pas de discours commercial déguisé, mais une analyse approfondie, des retours d'expériences concrets et des pistes réellement activables. Focus, c'est notre façon d'aller plus loin que l'information pour vous aider à mieux piloter et mieux décider. Le SEO a longtemps été considéré comme l'un des piliers les plus stables du marketing digital. On optimisait ses pages, on travaillait ses mots-clés, on améliorait la technique et l'objectif était clair, gagner des positions Google pour générer du trafic, puis transformer ce trafic en business. Mais depuis quelques années, le paysage change. Les mises à jour se multiplient, les positions deviennent plus instables, les résultats de recherche génèrent moins de clics, les contenus produits avec l'IA explosent et surtout, les comportements utilisateurs évoluent. Les internautes ne passent plus uniquement par Google pour s'enseigner, ils découvrent des marques sur LinkedIn, YouTube ou encore TikTok, ils lisent des avis sur Reddit, ils comparent directement dans LLM comme ChatGPT, Gemini ou encore Claude, et parfois ils arrivent sur un site uniquement au moment de finaliser leur décision. Autrement dit, la recherche se fragmente. Et dans ce nouveau contexte, une question revient de plus en plus souvent, est-ce que le SEO est en danger? Parce qu'au fond, le sujet n'est peut-être pas de savoir si Google va disparaître. Google reste et restera un incontournable du web. Le vrai sujet, c'est plutôt quel va être le rôle du SEO dans un web où les IA deviennent de nouveaux intermédiaires de visibilité, de comparaison et de recommandation. Est-ce que le SEO va perdre en importance ou est-ce qu'il va au contraire devenir encore plus stratégique? Parce qu'aujourd'hui, être visible ne suffit plus forcément. Il faut être compris, crédible, structuré et recommandé. Par les moteurs de recherche évidemment, mais aussi par les IA. C'est tout l'enjeu du GEO, le Generative Engine Optimization, une évolution qui pousse les marques à repenser leur manière de produire du contenu, de structurer leur site, de travailler leur marque et plus largement d'organiser leur présence digitale. Alors justement, comment le SEO est-il en train d'évoluer face aux IA, aux GEO et aux nouveaux parcours d'achat? Et surtout, comment les entreprises doivent-elles adapter leur stratégie pour rester visibles dans les années qui viennent? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marvin Tranchant. Marvin est un expert acquisition avec une forte dominante SEO depuis plus de 15 ans. Il est passé par Publicis Web Performance avant de vivre une expérience très terrain dans le e-commerce chez Maneli.fr, où il a participé à faire passer le site de 400 000 euros à plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il a également connu le SEO à très grande échelle dans l'univers de l'affiliation avec des logiques d'automatisation, de génération massive de contenu et plusieurs millions d'euros de volume d'affaires générés. Et depuis 2021, Marvin est le fondateur de Sky SEO, une agence basée à La Rochelle spécialisée dans le SEO et le GEO, qui accompagne aujourd'hui aussi bien des grands comptes que des e-commerçants et des PME ambitieuses. Donc forcément, avec ce parcours à la croisée du SEO, du contenu, du e-commerce, de l'affiliation et désormais du GEO, Marvin est particulièrement bien placé pour répondre à la question brûlante du jour, puisqu'en plus on est en canicule. Le SEO est-il réellement en danger ou simplement en train de changer de rôle? Bonjour Marvin, merci d'avoir Bonjour Kevin, accepté notre invitation. je t'en prie, merci à Euh, toi. pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir un expert SEO reconnu en France? Bien sûr, merci pour l'invitation encore et effectivement je fais ce métier depuis ouais bientôt 15 ans. Depuis 2010-2011, c'est les premiers.
les premiers sites WordPress que j'ai montés, j'ai eu un parcours euh, post-bac avec une licence web marketing, une licence SEO déjà à l'époque, Ça 2012 en existe des l'occurrence. licences SEO? Alors ça existait, ça n'existe plus. C'était une licence à Mulhouse, c'était la seule en France qui était vraiment Ok. spécialisée là-dedans. Donc c'était une entrée dans le grand bain globalement du web. Voilà, créer un site, comment gagner de l'argent avec ce site-là sur les bancs de l'école. J'avais déjà des clients, j'étais déjà freelance finalement. Je Ok. commençais déjà à monter des sites pour essayer de gagner un petit peu d'argent, donc un artisan du web historiquement. Comme tu le disais, après j'ai enchaîné comme premier job un job dans e-commerce. C'était une petite boutique à Nice de vêtements pro, donc un secteur assez niché, un secteur historiquement où on vend avec des commerciaux terrain, avec des catalogues. Et là il y avait un site internet et ma mission c'était de le développer. Il faisait environ 400K à l'époque, donc un petit chiffre d'affaires sans être péjoratif, mais à l'échelle du web, c'est assez petit. Et puis finalement, en 2 ans, on l'a amené à 2 millions d'euros. L'énorme expérience et ça m'a vraiment lancé dans ce métier-là à fond. Je remercie encore les dirigeants de cette entreprise parce que j'ai vraiment vécu dès mon premier job. Voilà, Marvin, on a un budget annuel de X centaines de milliers d'euros pardon d'investissement. Fais-en ce que tu peux, fais-en fais le mieux pour générer de l'argent et être rentable. Donc tout de suite une prise d'initiative héroïste qui m'a suivi tout au long de mon parcours. On y reviendra peut-être. Mais voilà une logique d'acquisition SEO, c'était mon métier initial, en tout cas mes compétences initiales. Et puis derrière tout de suite du SIA, de la marketplace déjà à l'époque. On est en 2012-2013. Donc, il y a vraiment tout de suite un multicanal dont on reparlera, je pense, pas mal, parce que le géo, justement, finalement, en est un autre, même s'il repose, on le verra, sur des bases qui sont un petit peu plus connues. Mais en tout cas, une super expérience. Je traitais avec des fournisseurs, vraiment, tout cet environnement e-commerce qui a été super intéressant. Puis ensuite, j'ai switché 2015, 2017, 2018 sur de l'affiliation dans une agence qui était une agence SEO, mais voilà, avec une tendance un petit peu pirate, si je puis dire, en toute légalité, mais avec beaucoup de volumétrie en création de sites. Donc de la même manière, le dirigeant m'a donné quelques centaines de milliers d'euros, là vraiment de manière factuelle, et il m'a dit, faut qu'on en fasse le meilleur ROI derrière, avec des sites d'affiliation qui passaient énormément par Amazon, un petit peu d'affiliation aussi dans le médical, etc. Mais beaucoup Amazon, donc la création de milliers de sites, déjà de l'automatisation à l'époque, il n'y avait pas l'IA, hein, donc on pouvait pas créer des centaines de sites pour quelques centimes. Ici, il fallait être malin, fallait pas mal automatiser, puis une logique aussi business dans le sens où fallait convertir, on avait autant de thématiques possibles abordables qu'il y a de produits sur Amazon en l'occurrence. Donc il y avait aussi une vraie logique de conversion il y avait une logique du X déjà qui était instaurée, même si les sites faisaient pas toujours rêver. Voilà, il y avait quand même une logique. On avait des millions de visiteurs tous les mois, hein. Donc ici, une petite action pouvait générer pas mal de ROI supplémentaires. Puis derrière 2019, je me suis lancé à mon compte. À noter que pendant toute cette période, j'ai toujours été freelance et j'ai toujours eu quelques clients, voilà, historiques ou sur des sujets assez intéressants. J'ai toujours eu des sites, j'ai eu des sites e-commerce, des sites d'affiliation tout au long de mon parcours de salarié. Je me suis lancé à 100% en 2019 seul avec vraiment un 50-50 client affiliation et e-commerce en l'occurrence. Et puis derrière 2021, j'ai décidé pour plus de stabilité de me concentrer uniquement sur la partie client. Et donc j'ai fondé l'agence parce que tout simplement les niveaux de chiffre d'affaires étaient atteints en micro. Donc voilà, c'était le moment de commencer à prendre des salariés, à professionnaliser un petit peu plus tout ça pour avoir une vraie dynamique d'agence, c'est-à-dire que le travail ne repose plus que sur mes petites mains et mon cerveau, mais aussi sur celle des collaborateurs, et puis vivre une aventure entrepreneuriale voilà, plus stable. On génère aujourd'hui de la croissance chaque année, et comme tu le disais, on a aujourd'hui une vocation SEO initiale, mais qui tend à aller vers le GIO, évidemment parce que c'est très actuel, mais aussi sur la partie un petit peu plus ads. Aujourd'hui, j'ai un collaborateur qui maîtrise ça parfaitement pour essayer toujours d'aller chercher une dynamique d'acquisition la plus globale, possible. Voilà.
Super. Hem, Moi, ce que j'aime bien quand je rencontre des experts comme toi, et cetera, c'est que je le dis à chaque épisode, dans le marketing digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Je pense qu'en effet, créer des écosystèmes avec, plein de microsites pour aller faire de l'affiliation et générer du chiffre d'affaires grâce à cette affiliation, parfois un peu, heu, sur la ligne de crête, on dira. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Ça passe par exemple par les réseaux sociaux, beaucoup plus que par le SEO, et cetera. Ça montre que le digital évolue, fortement. Du coup, toi, en tant qu'expert SEO, comment tu as vu le SEO évoluer sur ces 15 dernières années? Et qu'est-ce qui, a peut-être le plus changé, dans ton métier? Parce que, ben, clairement, il a changé. Il a changé, c'est évident. Alors à plusieurs titres, la première chose qui me vient en tête, tout de suite, ce qui a le plus changé à mon sens, c'est le niveau de maturité du web. La réalité, c'est que Mmh. en 2012, il y avait pas autant de concurrence qu'il y en a aujourd'hui. Finalement, sur ces, grosso modo 15 ans, eh bien, il y a de plus en plus d'acteurs sur chacun des marchés qui s'est mis à travailler. Donc ça, c'est factuellement, le niveau, eh bien, on va dire concurrentiel, du web, s'est élevé. Si aujourd'hui on décide de travailler le SEO alors qu'on ne l'a jamais travaillé, eh bien, la barrière à l'entrée sera plus importante. Les niveaux de ROI seront potentiellement un petit peu moins forts qu'ils ne l'étaient avant. L'algorithme, si je parle purement Google, il a changé également. On va dire qu'il s'est durci. On pouvait faire beaucoup mieux avant avec beaucoup moins en termes de qualité. Alors c'est aussi le niveau de maturité, hein, finalement, il y a cette logique-là, mais on peut plus être aussi agressif qu'on l'était, ou alors, eh bien, la temporalité du succès sera raccourcie et on va avoir une instabilité beaucoup plus forte. Ce qui a également changé, heu, c'est l'algorithme en lui-même, dans le sens où, finalement il est beaucoup plus instable, avec des mises à jour depuis quelques années qui sont multi-annuelles, hein. Avant on avait une mise à jour même tous les 2 ans. Aujourd'hui on a des mises à jour potentiellement tous les 2 mois, tous les 3 mois, tout au plus. Donc c'est quelque chose qui fait que il y a une vraie logique de travail à instaurer. Il faut pas changer son fusil d'épaule tous les 3 mois, on y reviendra peut-être, mais on pourrait le penser, hein. Ah tiens, l'algorithme a changé, je change ma manière de travailler. Alors on peut subtilement la changer, oui, mais on doit avoir une ligne directrice, sinon bah, finalement on n'a pas le temps d'instaurer une vraie stratégie et une vraie dynamique de croissance. Le SEO a changé également euh, dans sa façon d'être positionné dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, on appelle ça des sapins de Noël, hein, mais vous ouvrez une requête, notamment e-commerce, c'est souvent là où c'est le plus visible. Vous allez avoir du shopping ads, vous allez avoir des résultats locaux, par exemple, qu'il n'y avait pas avant, avec une dynamique d'achat magasin. Vous allez avoir des ads textuels qui sont visuellement beaucoup moins perceptibles en différenciation des résultats classiques organiques, hein, SEO, lien bleu, description classique. Vous allez avoir des images, vous allez avoir des sites de comparateurs. Tout ça fait que finalement, même en étant premier, aujourd'hui, si on se concentre que sur ce fameux lien bleu et cette description SEO, eh bien, on va avoir une visibilité qui va potentiellement être moindre. Donc, on en reparlera très certainement de comment, eh bien, agréger tous ces éléments différenciants des résultats de recherche pour essayer d'améliorer ça. Et puis, il a changé aussi dans sa méthode de production depuis 2 ans, je dirais. Aujourd'hui, on est capable de produire, si je veux produire 1000 contenus dans le mois, je peux. En réalité, pour quelques euros, si je puis dire. Après, le niveau de qualité, ça dépendra de chacun, attention. Mais en tout cas, il y a quand même une réalité terrain très opérationnelle. On peut faire travailler les IA, en l'occurrence pour le SEO technique, pour le SEO sémantique, hein, c'est des rédactions si on est très factuel. On peut l'utiliser aussi eh bien, pour générer de l'autorité. En tout cas, finalement, chaque agence, chaque annonceur, en tout cas, peut opérationnellement aujourd'hui avoir un rythme de production à moindre frais pour valoriser un SEO eh bien, qui sera beaucoup plus agressif dans son opérationnel. Donc ça, c'est important. Et puis, comme tu le disais dans l'introduction, évidemment, le SEO, il a changé aussi parce que il s'incorpore dans une dynamique réseaux sociaux. On en a assez peu parlé, hein, finalement, des réseaux sociaux dans la vie du SEO, mais en réalité, aujourd'hui,
si on parle d'un acheteur, que ça soit pour une solution SaaS, un logiciel en B2B, ou que ça soit, madame ou monsieur Michu, qui va aller acheter, eh bien, je dis n'importe quoi, une souris de PC, un Une aspirateur ou je ne sais climatisation. quoi, un climatiseur, eh bien, aujourd'hui, peut-être qu'il n'aura pas le réflexe Google, uniquement. Peut-être qu'il l'aura quoi qu'il arrive. On voit que les chiffres restent quand même très, très, très cohérents côté, Google. On perd pas 15, 20, 30 de part de marché, en tout cas d'utilisation des internautes de Google. Mais par contre, on voit que la multitude de recherches, elle se fait en pleine synergie. TikTok, ChatGPT, si pour n'en citer que 2 et les plus utilisés, en tout cas hors SEO, font que, eh bien, cette multitude de plateformes, de cette multitude de recherches, fait que, ben, on doit instaurer une dynamique un petit peu plus 360. Tu ouvert plein de portes. On va essayer d'aborder tous ces sujets parce que, heu, c'est un sujet passionnant et surtout un sujet, vraiment d'actualité. Moi, ce que je retiens, c'est c'est assez marrant. J'ai l'impression que la montée en maturité des entreprises sur le référencement naturel, parce qu'avant, en effet, il suffisait de mettre un mot-clé dans un titre, dans une métadescription et un petit peu dans le texte et grosso modo, ça suffisait. À complexifier le SEO et le fait qu'il soit devenu plus complexe, l'algorithme est devenu plus exigeant parce que, du coup, il avait aussi beaucoup plus de choix et pouvait se permettre d'aller mettre en avant plus la qualité que ceux qui faisaient le basico-basique et ça me fait écho au deuxième épisode de Focus qu'on a fait avec Sébastien Brossoit de Resoneo où, on se posait la question de, avec l'IA, est-ce qu'au final les experts AdWords ont toujours leur place? Là, j'ai un peu la même impression que, au final, avec la montée en maturité de tout l'écosystème digital sur le sujet des SEO, c'est certes plus accessible parce qu'il y a plein d'informations, des webinars, et cetera, mais que ça a remis également, en valeur l'expertise en SEO des vrais consultants, et cetera, parce que, les algorithmes, ils changent tout le temps, parce que, avant, c'était du basico-basique pour être bien référencé. Désormais, c'est vachement plus complexe parce que, il y a de la concurrence sur quasiment tous les mots-clés porteurs. Que dès qu'on veut faire du business, pareil, ça ouvre le scope de juste aller faire de l'optimisation de title ou, de robots TXT, enfin, c'est des sujets qui sont beaucoup plus complexes que ça. Donc j'ai l'impression que la maturité du web a, rajouté de la valeur à l'expertise, des consultants et tu Oui, vas pas me dire le contraire? non, non, évidemment, mais en toute transparence, d'un point de vue terrain, tu as tu as un besoin, absolu d'avoir une vraie stratégie. Ce qui est important, c'est que ça reste un marathon, c'est un métier, en tout cas, c'est la partie SEO et GIO, on y reviendra, mais suit quand même, à mon sens, avec le peu de temps qu'on y a passé, évidemment, il y a pas le même background, en termes de temps, c'est plus nouveau, mais aujourd'hui, tu as une vraie réalité stratégique, une vraie réalité d'investissement, et derrière qui se traduit par des actions opérationnelles qui doivent être mises en place. Et donc finalement, tu dois avoir un chef d'orchestre, c'est obligatoire. On peut parler d'IA, j'appuie sur un bouton, mon site va générer 200% de croissance par an, ça existe pas. En réalité, c'est pas possible, pour l'instant en tout cas. Il y a ça a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun. Par contre, le chef d'orchestre, lui, au-delà de potentiellement des petites mains en externe comme des agences ou en interne avec des collaborateurs, eh bien, lui peut avoir des petites mains IA et là, justement, accélérer, les choses, mais toujours dans une vision stratégique et un vrai pilotage derrière, eh bien, des KPI, qu'on peut suivre, tous les mois où c'est un enjeu majeur, finalement, de suivre, le ROI parce qu'on est dans une période aussi qui est un petit peu plus tendue, qu'elle n'a pu l'être, par le passé d'un point de vue économique et donc, il y a l'enjeu héroïste est de plus en plus mis de manière absolue centrale dans les stratégies. Donc tout ça fait que avoir un chef d'orchestre, vraiment, c'est fondamental dans la production bien de sa stratégie d'acquisition au global. Et puis également, l'humain a encore une vraie valeur dans le sens où, eh bien, comme on l'initiait, le SEO
est amené dans une stratégie d'acquisition 360 de plein de canaux. Et donc, on doit communiquer ensemble, que ça soit sur la partie ads, que ça soit sur la partie com, que ça soit sur la partie réseaux sociaux, marketing. Tout ça, c'est une vraie stratégie de marque, une vraie stratégie d'acquisition qu'on doit vraiment moduler tous ensemble pour avancer. Voilà, que ça soit et l'humain vraiment et les échanges, les benchmarks, voilà, toutes les réunions pour amener un plan d'action complet, c'est très 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 important. Vraiment. Alors, c'est très bien que tu dis ça parce que euh, dans toutes les boîtes que j'ai faites, systématiquement, il y a eu la question de est-ce qu'on a besoin d'avoir une agence SEO ou pas, ouais, etc., etc. Moi, j'ai toujours dit oui, il faut parce que j'ai certes des connaissances basiques en référencement naturel, mais le SEO peut prendre une dimension technique ou une complexité que si on n'est pas un expert, on a du mal à maîtriser. Sans parler du bienfait aussi d'avoir un regard extérieur sur sa stratégie, etc. Même si je suis convaincu que les agences SEO sont hyper importantes, c'est peut-être le prestataire en marketing digital où je suis le plus régulièrement déçu. Parce que, ok, ça, on fait des points de kick-off, on échange, etc. J'ai un peu l'impression que ça fait des audits tout automatisés, ou parfois ça manque. Clairement, j'utilise le terme, mais c'est parce que j'ai pas d'autres mots qui arrivent, d'intelligence dans la recommandation. Pourquoi, selon toi, euh, on a ce truc-là de, ok, on vous fait l'audit, et puis après, dans la mise en exécution, il y a un vrai décalage parce que bah, il y a plein de recos qui peuvent pas être tenus, parce qu'au final, ça n'a pas été pensé dans un complexe global. Euh, Comment tu peux expliquer ce côté très déceptif qu'on peut avoir avec les agences SEO en général? Eh bien, il y a, je dirais qu'il y a deux verticales importantes. La première verticale, et dont on ne parle que peu, vraiment quasiment jamais, c'est le budget. En réalité, normalement, quand on fait un audit, les recommandations, ou plutôt, pardon, le budget doit reposer quasiment autant dans l'audit, en tout cas comme on doit prendre une part tout aussi importante dans l'audit que eh bien les recommandations opérationnelles et factuelles. J'entends par là que finalement, beaucoup d'audits se disent, bah voilà, il faut faire ça et vous allez croître. Mais en réalité, ce qu'on oublie rapidement, c'est le marché. Et je te donne un exemple. Il y a une grande marque qui est venue nous voir il y a 3 ans et qui est une marque très très forte en magasin chez des revendeurs. Et elle nous dit voilà, on veut exploser le marché du web, on veut être leader sur le web. Notre marque est forte, mais notre présence web, elle est de quasi zéro. Il y a vraiment un site vitrine et c'est tout. Il y a 10 pages. Voilà, vraiment aucune stratégie d'acquisition web en direct type e-commerce. Et notre audit, sa stratégique, a reposé uniquement sur quelle est la force en termes de budget qu'on doit amener, donc qui va évidemment se traduire par des actions opérationnelles, mais en termes de qualité et de volumétrie pour eh bien pénétrer le marché sous 12 à 24 mois dans l'idée. Évidemment, cette stratégie, elle était proche des 7 chiffres hein, pour y arriver. Donc, tu vois, un marché très, très, très dur, ultra mature, et qui mettait le client dans une position ici de faiblesse parce que finalement, on peut être fort sur un marché physique et inexistant quasiment sur le web. Et ça nous a amené dans l'audit à vraiment étudier bien plus le marché finalement que les actions purement technico-techniques, etc. Ça, c'est des basiques en fait, très bien. Mais en réalité, qu'est-ce que vous allez mettre en termes de contenu sur votre site, en termes de volumétrie, de qualité, quels vont être les axes différenciants et surtout en termes d'autorité, bah, derrière le budget par exemple netlinking, hein, ces fameux backlinks, hein, ces liens hypertextes externes qui vont pointer vers le site, eh bien quel est l'effort qu'on va devoir mettre pour paraître eh bien aussi populaire, aussi légitime aux yeux des robots que les autres en peu de temps, parce que les autres étaient présents depuis pas plus de 10 ans. Donc tout ça, c'est la première chose, c'est que souvent, l'audit, il n'est pas fait dans une logique de marché, vraiment, et donc de budget, et aussi d'objectif, parce que finalement, si tu prends les points les plus importants dans un audit, il faudrait qualifier la maturité du site, où il en est par rapport à un niveau de marché, par rapport à un objectif qui nous amène à un budget et des actions opérationnelles. Et souvent ça,
c'est pas trop valorisé. Tu vois des lignes, il faut faire ça, 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 et puis vous avez combien de budget? Ok, vous avez, je dis n'importe quoi, 1 500 € par mois. Très bien, on y va. Ça peut être une réalité, hein, pourquoi pas. Mais derrière, où ça va t'amener? Ben, la qualité d'une agence enfin, se reposera en partie sur essayer de se donner des objectifs, eh bien, factuels, réalistes. Et ensuite, la deuxième verticale que tu évoques, c'est pourquoi ben finalement t'es souvent déçu. Eh bien, parce que le SEO dépend finalement d'un champ opérationnel ultra multiple. Finalement, tu as la partie technique qui dépend pas toujours que de l'agence, souvent pas. Souvent, tu as un prestataire externe. Derrière, tu as une partie sémantique qui rédige. Donc, des fois, c'est l'agence, mais l'agence, si elle rédige de son côté, sans mettre son client pleinement dans une logique éditoriale, comme on l'évoquait, brand, hein, il y a quand même quel est le faire-valoir de l'entreprise pour laquelle tu rédiges. L'idée de faire un contenu en 10 minutes sur l'IA, oui, il va être pertinent, hein, mais il n'aura aucune valeur ajoutée. Le web est déjà rempli des contenus qui disent la même chose. Elle va être ta valeur ajoutée? Donc, du coup, stratégiquement, il faut aller beaucoup plus loin qu'avant. Et il y a pas mal d'agences, je pense, qui se reposent sur une logique un peu factuelle. Ok, on prend 10 sujets, on les rédige et puis au revoir. En tout cas, voilà, livraison et on verra bien ce qui se passe. Ça peut suffire hein, parfois, mais rarement aujourd'hui. Et puis tu as cette logique, si on reprend la verticale autorité, et bien de la même manière aujourd'hui, on va mettre des budgets qui vont être beaucoup trop faibles par rapport au marché, très souvent et finalement tu vas végéter ou tu vas être sur des croissances très minimes, tout en sachant que tout ça repose sur la communication. Finalement, une agence qui n'interagit pas avec ses clients, si je dirais quasiment toutes les semaines, c'est pas, il y a un problème. Voilà. Et par ailleurs, je finirai par un modèle économique qui n'est pas le nôtre, hein. On ne cumule pas des dizaines de clients par consultant, mais mine de rien, factuellement, une agence aujourd'hui, eh bien, elle a une volumétrie de clients, de comptes par eh bien, consultant. Et plus ben, ton consultant va être chargé, moins il sera expérimenté et plus la qualité du travail ressenti eh bien, va tirer vers le bas. Et ça, aujourd'hui, la logique industrielle dans le SEO, même si l'automatisation d'IA permet quand même d'élever le niveau manière globale, si elle est bien gérée, eh bien, peut tendre à avoir de la déception forte parce que, eh bien, la personne qui est en charge de ton compte, eh bien, n'aura pas la bande passante ou n'aura pas forcément l'expertise, eh bien, pour bien faire son travail finalement et pour te considérer comme vraiment un cinquième, par exemple, de son temps d'entreprise. Finalement, c'est ça, avoir des clients sous gestion en agence, c'est que c'est un petit peu comme si tu travaillais pour eh bien 5 entreprises à la fois. L'idée étant qu'une agence a les capacités derrière de pouvoir faire un travail je te dis n'importe quoi, 4 jours, comme un collaborateur unique pourrait le faire en un mois, si je puis dire. En tout cas, il y a l'humain. On reparle d'humain, mais vraiment, 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 l'humain, il y a ce vecteur stratégique et opérationnel, il est fondamental et c'est l'humain qui doit le piloter encore. Du coup, je refais référence à cet épisode-là avec Sébastien Broussois parce qu'en fait, vous tenez exactement le même discours de se dire, l'IA a permis de remettre la valeur face aux vrais experts du marché. Parce que je lui disais, bah, à partir du moment où tes campagnes AdWords sont entièrement pilotées par de l'IA, où tu branches un MCP à ton ChatGPT pour pouvoir piloter tes campagnes, etc. Est-ce que en fait, tu as toujours besoin d'avoir des consultants, etc. Il dit oui, mais par contre, j'ai plus besoin d'avoir des consultants juniors. J'ai besoin d'avoir des consultants confirmés. Parce qu'en fait, l'IA permet aux annonceurs, aux équipes digitales, même aux entrepreneurs, d'avoir des recommandations basico-basiques sur ce qu'il faut faire, on va dire à la base de la pyramide, parce qu'aujourd'hui, tu l'as très bien dit, la base de pyramide ne suffit plus, il faut aller sur de l'expertise, il faut aller sur des enjeux et des stratégies beaucoup plus complexes, et que ben ça ne peut être apporté que par des experts. Donc en gros, tu es en train de me dire que à chaque fois que j'ai été déçu par une agence SEO, c'est parce que je n'ai pas assez discuté avec des experts et plutôt des recommandations très basico-basiques, non personnalisées à mon contexte. Oui, souvent, souvent
C'est ce qu'on peut constater des clients qui arrivent chez nous, déçus d'une autre agence. En tout cas, la valorisation de l'expertise, elle est très importante pour aller dans la bonne direction et produire intelligemment aussi, hein. Tu vois, comme on disait, le niveau de qualité, il doit être augmenté. Que ça soit, IA ou pas IA, c'est même pas le propos. Dans tous les cas, c'est la qualité qui doit prévaloir. Alors de manière factuelle, c'est vraiment amener de la valeur ajoutée sur l'outil qu'est le site web, pour qu'il apporte quelque chose à l'internaute, hein. C'est réellement ça, dans son parcours, mais aussi évidemment dans l'information, dans la partie commerciale. Tout ça, on doit essayer d'amener le maximum de valeur pour que le client devienne lui-même expert de son sujet, tout simplement. Et tu vois, sur la partie SEO, j'ai toujours dit la clé de voûte du SEO, une des clés de voûte du SEO, c'est la capacité de l'entreprise à créer du contenu pour pouvoir nourrir sa stratégie de référencement naturel. C'est extrêmement chronophage. Ça peut coûter si on une somme assez importante si on externalise, et cetera, et cetera. Je l'ai fait, dans mes plus jeunes années, d'aller, cracher, 3 articles de blog par semaine sur une même thématique. Tu tournes en rond, c'est c'est franchement, c'est, très dur à maintenir sur la durée et Dieu sait que le SEO, ça maintient sur la durée. Mais avec l'IA, on se dit: «Bah, c'est simple, je peux créer du contenu, à la volée», j'ai pu entre guillemets, on pourrait avoir cette idée que le SEO est plus accessible parce que la clé de voûte qui permet de faire décoller une stratégie, donc c'est-à-dire la création de contenu, elle est vachement plus accessible grâce au LLM. Mais par contre, j'ai une vraie question on s'est posé d'ailleurs sur ce podcast. Est-ce qu'aujourd'hui, un contenu créé par l'IA a la même force d'indexation qu'un contenu créé par un humain? Il y a un peu une légende urbaine qui dit le contenu créé par l'humain sera toujours plus valorisé par les algorithmes que le contenu créé par l'IA. T'en penses quoi, toi? Ben, c'est complètement faux. Un contenu IA n'est pas parce qu'il est IA pénalisé. C'est certain. OK. Ça enfin, en tout cas, ça reste évidemment une conviction personnelle, mais qui repose quand même sur, 2 ans et demi quasiment de production, IA, que ça soit chez nous ou aller en externe. On en voit, hein, passer du contenu tous les jours, et on voit les KPI derrière que le site, affiche et ce dont tu peux être sûr, un mauvais contenu humain n'est pas opposable à un mauvais contenu IA. Les 2 sont mauvais, point barre. La réalité est là. Un bon contenu IA, est tout aussi qualitatif qu'un bon contenu humain. Pourquoi? Parce que dans ce contenu IA, il y aura eu un travail d'humain en réalité. À aucun moment, c'est l'IA qui aura tout fait, tout le travail en amont de prompt, d'écosystème que tu vas donner à l'IA pour qu'elle apporte une information valorisante. Potentiellement, tu peux aussi évidemment enlever quelques marqueurs, quelques footprints, hein, je sais pas, le grand tiret au lieu du petit tiret, les quelques redondances, grammaticales ou d'expression, ce genre de choses. Même à la lecture, c'est bien plus limpide, pourquoi pas, mais ça, tu lui dis une fois, dans ton écosystème IA que tu as produit en tant qu'agence ou en tant que, en tant qu'entreprise, en tout cas le collaborateur qui s'en charge ou les collaborateurs qui s'en chargent. Une fois que ça c'est fait, l'IA ne le reproduira pas, hein. Elle suit plutôt bien le guide et derrière tout va reposer sur, qu'est-ce que tu vas lui amener, voilà, comme écosystème d'information. C'est-à-dire, tu peux lui amener, les 10 ans de PDF de ta boîte, tu peux les mettre dans ton écosystème IA. Tes plaquettes, les retours des commerciaux, les mails de clients, tout ça finalement, c'est de l'information qu'elle, elle peut digérer et retranscrire derrière dans une valorisation de l'information, dans la forme et dans le fond, qui est ultra pertinente et qu'un humain aurait mis beaucoup plus de temps à digérer, évidemment. Si tu formes un rédacteur pour qu'il rédige que pour toi, en tant qu'entreprise, tu vas mettre des mois. C'est évident, il n'aura jamais ton niveau de connaissance en quelques jours, alors que l'IA, elle, en quelques heures, elle l'aura. Donc là, il faut s'en servir intelligemment. Il faut recéter quand même d'un point de vue humain, justement en tant qu'expert ou expert rédactionnel, eh bien le résultat, essayer parfois de le modifier. Aujourd'hui, nous, on n'a jamais sorti un contenu en moins d'une heure, jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a de la subtilité, parce que parfois, ah tiens, cette information elle aurait été valorisante, je vais l'ajouter, parce que le client a aussi
un point de vue objectif sur ce qu'il a envie de dire, sur la direction. Donc, il y a quand même un jeu d'aller-retour qui nécessite un tout petit peu de temps si on veut aller dans le détail et ça peut être ce détail qui compte. Voilà. Mais pour moi, c'est plutôt un outil positif, évidemment, et qui n'est pas pénalisé si il est bien fait, finalement. C'est le niveau de qualité qui compte. Est-ce qu'on peut résumer en disant à partir du moment où il y a de la valeur ajoutée pour l'utilisateur, peu importe s'il est écrit par de l'IA ou par de l'humain, c'est la valeur 100%. qui compte. 100%, c'est sûr. Ok. Enfin, en tout cas, tu vois, par exemple, on a un des clients, ça fait 2 ans qu'on va rédiger en IA. Certains non, certains veulent continuer à avoir de 100% humain et on le respecte évidemment. Et la finalité, c'est d'avoir deux contenus complets, quelle que soit la méthode, deux contenus les plus enrichissants possibles. Mais on a des clients, ça fait 2 ans qu'on publie et ça bouge pas. Au contraire, ça croît. C'est des vraies stratégies où même en 10 mois, 12 mois, tu vas générer 400, 500% de croissance et on parle de dizaines de milliers de clics mensuels. Et ça performe parce que bah, qu'est-ce qu'on va redire au contenu s'il est bon? Il n'y a rien à redire à mon sens. Voilà. Par contre, attention, faire un contenu en 10 minutes, le poster et faire ça 10 fois par jour, tous les jours pendant un an, vous allez rapidement voir, la courbe va monter, ça c'est certain, quasi sûr, mais elle va descendre aussi vite qu'elle est montée. Parce que derrière, le problème de Google, c'est un vrai problème économique aussi, énergétique, hein, ça lui coûte de l'argent en fait. Avant, il recevait, je dis n'importe quoi, des millions de contenus à l'heure, il peut recevoir potentiellement des milliards aujourd'hui à cause de l'IA, tout simplement parce que bah, le web est devenu plus accessible dans la publication. C'est évident et beaucoup moins coûteux. Donc voilà. D'ailleurs, on en parle dans l'épisode 26, où on se pose notamment la question du coût engendré par les bots et par l'IA, parce qu'en fait, le trafic, il a augmenté de 300%. C'est ça. L'augmentation de trafic généré par les bots d'intelligence artificielle a augmenté de 300%. Donc, il y a une notion de coût. On parle souvent de budget de crawl en SEO. Bah, maintenant, on peut parler de budget aussi au global. Mais c'était pas mon point. Non, mais Euh, c'est un sujet d'ailleurs, Kevin. Bah, la bulle IA, comme on l'a dit, c'est à un moment donné. Pour l'instant, ils ont la planche à billets, si je puis dire. On y va, on verra bien où ça nous amène. Mais même énergétiquement, il y a un moment, c'est évident qu'on ne peut pas rendre accessible autant de puissance de calcul et de dépenses énergétiques pour si peu. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il y aura un virage aussi dans l'écosystème IA lui-même, potentiellement. Très certainement, même certainement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va encore bouger fortement. Et donc, du coup, je vous invite à vous abonner au podcast parce que on fait de la veille tous les 15 jours. Donc, le meilleur moyen de rester au fait de tous ces changements et de pouvoir anticiper ces changements stratégiques, parce que bah, quand on subit le changement, c'est là où on perd de la part de marché, et où ça peut être compliqué d'un point de vue business et stratégie marketing digital. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Digital Marketing for. Bon, parenthèse fermée. T'as dit un truc tout à l'heure. T'as dit voilà, ça fait 3 ans qu'on bosse avec ce client. Aujourd'hui, on génère beaucoup de contenu généré par l'IA et on arrive à générer X croissance de chiffre d'affaires ou de trafic. Je sais plus exactement. C'est intéressant parce qu'en fait, dans l'écosystème aujourd'hui, on a quand même tendance à dire non mais de toute manière le SEO c'est mort, il y a plus personne qui clique. On le met à la poubelle maintenant, il faut se concentrer full GIO, donc le Generative Engine Optimization, donc l'optimisation de son site internet pour apparaître dans les résultats de recherche. Est-ce que toi, en tant qu'expert SEO, tu vois une baisse des croissances que tu peux faire en accompagnement des clients? Est-ce que tu es OK sur le fait que désormais, il faut mettre un peu tous ses jetons sur la partie GIO? Je suis très curieux en gros, de ce que tu réponds à quand tu as un prospect qui dit non, mais de toute manière, le SEO, c'est mort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le GIO. Il y a plusieurs axes. Bon, le SEO est mort. Bon, ça fait plusieurs fois qu'il a été touché dans l'épaule, si je puis dire. À l'épaule, il est pas mort. Pourquoi il est pas mort? Parce qu'aujourd'hui, si je parle de 2025 ou de 2026, les croissances moyennes des clients, c'est à 2 ou 3 chiffres pour tous. Et derrière, c'est des millions d'euros supplémentaires. Donc la réalité, c'est que de l'argent, des parts de marché, il y en a encore à aller chercher et de manière héroïste. Parce que, en moyenne,
Évidemment, si on enlève les extrêmes de marché, mais globalement sur un marché moyen, aujourd'hui, on arrive encore à générer des ROI à 10 sans problème. J'investis 1 euro, je peux en avoir 10 et parfois 20, 30, 50. Évidemment, ça dépend du panier moyen, de la conversion, de la maturité du client, du niveau du marché. Mais en tout cas, les voyants sont au vert de ce côté-là. Par contre, et par ailleurs, pardon, on parlait du niveau de maturité Google global, mais majoritairement, quand aujourd'hui on a des clients, TPE, PME par exemple, qui ont des ambitions, qui font qu'elles déjà plusieurs dizaines de millions d'euros déjà, donc des belles PME ou des TPE avec déjà plusieurs millions, qui ont déjà vraiment un ordre de marche établi en tant que société et avec de l'acquisition hors web. Quand ils arrivent sur le web, majoritairement, ils ont un niveau de maturité qui est proche de zéro. C'est-à-dire qu'il y a une personne, des sociétés qui ont des centaines d'employés. J'ai même vu des grands groupes internationaux sur la partie France avec une seule personne qui gère tout ce qu'on appelle la communication et le marketing. Là, tu fais, OK, est-ce que le SEO est mort pour eux? Non, il n'est pas mort. Au contraire, tous les voyants peuvent être au vert en se disant, ben, en fait, il y a tout à faire, donc allons-y et allons gagner déjà des parts de marché de manière héroïste. Hein, toujours, quand on dit le SEO est un marathon, si quelqu'un vous dit il faut 36 à 72 mois pour y arriver, non, en réalité, on parle évidemment en mois, pas en semaines, contrairement au SIA où on peut avoir tout de suite un niveau de maturité, en tout cas un niveau d'ROI beaucoup plus fort. Mais en tout cas, en quelques mois, en deux trimestres, 3 trimestres, on peut déjà générer, si on est à quasi zéro, on peut déjà générer du business et générer de la visibilité. Donc, du coup, pour moi, le SEO, il est absolument pas mort. Et quand les décideurs aujourd'hui, eh bien, disent il faut qu'on fasse du GEO, je pense qu'ils ont raison. Est-ce qu'il faut faire que ça? Là, c'est une hérésie. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, pour faire du GEO, ils feront du SEO. Donc finalement, même ils ne veulent pas travailler la partie SEO, pour quelque raison que ce soit stratégiquement, eh bien, factuellement, ils vont devoir produire du contenu sur leur site. Ils vont devoir produire du contenu sur le site des autres. Ils vont devoir produire de l'autorité de marque sur le site des autres, ou en tout cas, globalement dans l'environnement web. Donc, factuellement, ça va aussi agir sur la partie SEO. Donc, stratégiquement, il y a beaucoup de subtilités hein, dans le GEO qui ne convergent pas forcément toutes 100% au SEO, mais en tout cas, il y a tellement de synergie entre les deux choses, il y a tellement à gagner sur la partie SEO encore, dans 90% des cas. Le seul cas où tu pourrais pousser un tout petit peu plus le GEO que le SEO parfois, c'est quand tu as un niveau de maturité SEO très, 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 très fort. C'est-à-dire vraiment, alors on n'est jamais premier partout et il y a toujours des choses à faire, c'est évident, mais tu pourrais eh bien, mettre un pourcentage de tes investissements d'acquisition un petit peu plus fort pour anticiper et essayer de prendre de l'avance finalement. Mais irrémédiablement, tu vas te rendre compte que tu vas faire des actions qui vont bénéficier aussi à cette partie GIO. Donc la synergie est vraiment au cœur de l'opérationnel et au cœur de la stratégie, même s'il y a quand même des subtilités qu'on évoquera certainement qui t'amènent à avoir des niveaux de budget où tu vas tirer un peu plus GIO, SEO. Après, il y a évidemment la dynamique ads qui, elle, ne fait que croître en termes de part de visibilité aussi côté Google. Donc, il faut pas la minorer tant qu'on arrive à avoir un contrôle toujours pour générer du bénéfice derrière. Donc, le SEO n'est pas mort. Aujourd'hui, je le vois à l'écran tous les jours. Il n'est pas mort. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va être minifié? Ça, la réalité euh, du comportement des internautes nous le dira, j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, 2026, c'est 100% au vert pour moi. Honnêtement, on arrive à générer de la croissance et encore, je suis encore surpris. Après 15 ans, hein, des fois, là, on a un client, un budget de 1500 euros par mois, tu vois, quelque chose de cohérent, hein, ni très bas, mais ni très haut, sur un marché qui est assez agressif et dans le domaine de la santé. Hein, aujourd'hui, on est passé de zéro de trafic quasiment, en tout cas 100% dépendant ads. On est passé de zéro en SEO à 15 000 par mois, en 9 mois, je crois, à peu près là. Et derrière, avec une vraie dynamique de lead à 3 chiffres en termes de croissance. Donc là, tu te dis, bah, ce client-là, il ne l'aurait pas mis. Ça, c'est trop dommageable pour un client qui fait plusieurs millions et un investissement finalement d'à peine 20 000 euros par an. Donc, tu vois, il y a encore plein de choses et sur un marché quand même assez dynamique finalement, mais on a réussi à trouver un axe et ben, on a forcé aussi justement l'expert humain
qui va dire, bon, on va peut-être pas se confronter au marché à 100% tout de suite sur des gros mots-clés. On va être malin. On va essayer d'aller essayer des choses aussi intelligentes. Et ça peut être des stratégies qui fonctionnent encore sans problème. Voilà. Il y a un chiffre que je me suis noté parce que euh, il y a que les chiffres qui ne mentent pas, entre guillemets. C'est que le SEO organique représente encore 16% du trafic mondial, alors que le trafic venant des IA génératives est aujourd'hui estimé à 0,14%. Donc en fait, il y a encore, ça va augmenter, mais le SEO a encore un énorme potentiel. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que tu dis, grosso modo, tu me dis si je caricature, que 80% de tes optimisations SEO vont être vertueuses pour ton JO et qu'en fait, il faut pas opposer les 2 disciplines, il faut travailler les 2 disciplines en même temps et tu vas avoir peut-être 15-20% d'actions spécifiques vis-à-vis du GIO pour être un peu plus sourcé dans des réseaux sociaux type LinkedIn, Reddit, etc. Où on a de plus en plus d'indicateurs comme quoi c'est important d'un point de vue réputation pour être recité dans les résultats, etc. Mais grosso modo, si je veux faire passer un message à nos auditeurs, c'est que n'opposons pas le SEO et le GIO. En travaillant le SEO, c'est vertueux pour le GIO et faisons des actions spécifiques sur le GIO pour compléter la stratégie. Complètement, Kevin. Les actions spécifiques, alors elles peuvent être internes à ton site, un petit peu techniques. Il y a quelques éléments, mais c'est honnêtement, à mon sens, c'est assez mineur. Ensuite, tu as un deuxième axe où il y a quelques subtilités côté GIO. C'est le contenu que tu vas produire sur ton propre site. Il peut, dans sa forme notamment, être un peu plus incisif qu'un contenu SEO, un petit peu moins, comment dire, fleuve, tu vois, dans la construction d'un article. Tu peux aussi aller, voilà, chercher quelques éléments technico-sémantiques dans la présentation de ce contenu-là. Tu peux aussi aller chercher quelques requêtes qui vont être un petit peu plus valorisées dans le GIO aussi, toujours ça sur ton site à toi. Donc produire un contenu un tout petit peu plus GIO-friendly, on va dire ça, mais fondamentalement, honnêtement, les subtilités, on doit les mettre en place, mais elles sont vraiment mineures. Pour moi, aujourd'hui, en tout cas, dans le niveau d'investissement global de l'acquisition, si tu veux te concentrer sur la partie GIO, en tout cas poussée, factuellement, hein, vraiment, prestation GIO, il y a une ligne qui s'appelle backlinks en SEO et qui va s'appeler citation, eh bien, en GIO. Aujourd'hui, la présence chez les autres pour être fort en GIO, elle est irrémédiablement obligatoire. Tu dois être cité par les experts de ton sujet, qui sont évidemment hors tes concurrents, mais il y a tout un écosystème dans chacun des marchés des annonceurs, hein, de nos clients, eh bien, où on se doit d'être présent et au moins cité. Là, on n'a plus forcément besoin de ce lien hypertexte, comme Google le voulait absolument. On a ici besoin d'être présent et cité par les autres. Donc, c'est tout un travail finalement. Il y a du RP, hein, ça peut être des médias, par exemple. Tu le disais, ça peut être des forums. Alors évidemment, naturellement, c'est le mieux. Il faut travailler sa marque, sa com, son marketing pour que sa marque soit connue et citée naturellement. Mais aussi, bah, c'est toujours notre rôle. Hein, c'est aussi de court-circuiter la réalité pour aller un peu plus vite et bien s'autociter parfois avec des techniques, si je puis dire, plus ou moins importante. Et puis, tu as la partie comparateur très, très, très souvent valorisée, notamment pour tout ce qui est logiciel, les SaaS, les marques de services, les formations. Tu vois quelle est la meilleure formation pour X, quel est le meilleur logiciel pour faire ça, comment je peux faire ça. Tout ça, cette notion de meilleur, d'avis, de comparatif, eh bien, elle est souvent énormément travaillée par des éditeurs de sites, des blogs, si je puis dire. Et l'IA va s'en servir énormément pour répondre à cet internaute qui, lui, est sur les IA et essaye d'être le mieux guidé par cette IA pour faire son choix, finalement. Donc, ici, on a encore ce besoin eh bien, des autres, encore plus, j'ai envie de dire, et on se doit de valoriser sa marque autour eh bien, de son écosystème plus ou moins générique et spécialisé suivant le niveau de citation qu'on attend. Voilà, donc ça c'est factuellement tous les mois, tu vois,
tu as tes 10 citations, tu vas utiliser soit du naturel, toi-même, tu peux naturellement faire le lien, soit tu vas aussi payer, hein, évidemment, parce que c'est un business model des éditeurs. Tu vas payer ta présence. Voilà, ça c'est quelque chose. Et puis, pardon, mais aussi la partie brand, donc tout ce qui est Wikidata, Knowledge Graph. Donc, c'est-à-dire quand les robots, aujourd'hui, notamment Google ou IA, vont voir ta marque, qu'est-ce qu'elles voient autour finalement? Elles peuvent voir des réseaux sociaux, elles peuvent voir un Wikipédia, par exemple, tu vois, qui te mène tout de suite bon, un petit boost d'autorité quand même légitime. Elles peuvent voir énormément de citations des internautes, tu le disais, dans les forums. Elles peuvent comment elles peuvent voir des avis, tout bêtement, elles peuvent voir des entités géolocalisées. Tout ça, en fait, voilà, tu dois renforcer ta présence multi diverse et variée sur le web, assez bêtement, mais c'est une vraie réalité. C'est hyper intéressant ce que tu racontes là. Hem, je le disais aussi un petit peu en introduction, est-ce qu'au final, le web a juste changé de paradigme, avec un web qui était, centré sur la génération de clics et aujourd'hui est plus centré sur, bah, comment on reste visible, alors que les parcours d'utilisateurs sont de plus en plus, fragmentés, que la publicité prend de plus en plus de place dans les résultats de recherche et tu vois, ça fait sens qu'aujourd'hui qu'une agence comme Sky SEO se développe sur la partie ads parce que en fait vous êtes orienté sur de la perf et à partir du moment où dans la moitié de la page de recherche il y a des résultats payants, bah, si vous voulez faire de la perf, il faut combiner organique et paid. Il y a les AI overviews, on en a parlé, il y a le phénomène du zéro click marketing qui aussi euh, est passe de plus en plus de la théorie à de la réalité. Nous, on le voit factuellement, de dire aujourd'hui, nos requêtes marques explosent, que ça soit en organique ou que ce soit en paid, ça explose. Pourquoi? Parce que la décision, elle se fait ailleurs que dans Google, elle se fait dans l'LM, il y a une réflexion qui se fait en amont, etc. Et donc, du coup, est-ce qu'au final, tu dirais que le plus important en 2026, c'est pas tant d'aller faire du clic pour faire du clic, parce qu'aujourd'hui, on ne contrôle plus cette génération de trafic de qualité mise à part sur la partie paid, mais plus d'aller travailler le brand, comme tu disais, le fait d'être mentionné, le fait d'être visible dans un écosystème marché et non plus être auto-centré sur notre propre site internet de comment je fais pour emmener Madame Michu sur mon site internet. C'est bon, c'est plus qu'évident. En réalité, c'était déjà les réseaux sociaux avaient, tu vois, déjà initié cette dynamique. Et là, l'IA, elle accélère et l'inconnu fait peur aussi, hein. Donc, tu vois, ça ramène aussi des grands principes au devant de la scène, je pense. Mais il y a même pas l'ombre d'un doute. C'est que aujourd'hui, tu dois semer des graines le plus possible partout. Et finalement, le SEO en général ne doit pas ne doit pas être ton canal comment unique finalement de te dire je vais exploser mon marché en faisant que du SEO. Voilà, alors à la limite dans le CBD parce que c'est interdit de faire autre chose quasi entre guillemets, mais il n'y a pas beaucoup d'autres marchés où tu pourras te le dire. Il faut essayer de travailler vraiment dans une vocation la plus 360 possible. On a dit que le SEO était pas mort, donc ça veut pas dire qu'il faut plus le faire. C'est simplement qu'il faut le faire intelligemment. Et après, suivant les marchés, hein, c'est une question de ROI tout bête. Hein. Des fois, tu te dis, bah, le SEO, on a un client là qui est très très fort sur Amazon, qui est leader de son marché sur Amazon en tant que marketplace en l'occurrence. Il attaque la partie SEO. Il a des niveaux de rentabilité qui sont exceptionnels d'un point de vue business, hein, en termes de multiplicateur achat-revente. Bah, il y met le paquet parce que finalement, le paquet pour lui, bah, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est des chiffres qui sont impossibles à tenir et pour d'autres, c'est petit. C'est toujours pareil. Il y a quand même, il faut driver aussi tout par la notion de ROI. Et si tu peux quand même te faire de l'argent maintenant, rapidement, il faut foncer, je pense. Et si par contre tu as une vision un peu plus moyen long terme, comme la majorité des dirigeants et des décideurs en entreprise, ici, il faut initier une vraie dynamique 360 et se dire, ben voilà, réseaux sociaux,
Est-ce que j'ai quelqu'un qui bosse là-dessus? C'est quoi notre stratégie organique, SEO, GIO? Est-ce que j'ai quelqu'un qui bosse là-dessus au quotidien ou du moins de manière hebdomadaire? Est-ce qu'on va de l'avant sur ces sujets-là? On peut parler des marketplaces, on peut parler de la partie ads, mais il y a aussi la ads réseaux sociaux. Tu vois, on a un client, par exemple, depuis 4 ans maintenant. C'est un client historique sur la dynamique jardin, donc des produits associés au jardin et à l'extérieur, avec des gros paniers moyens en milliers d'euros. Donc, c'est des notions, tu vois, de travaux, etc., que tu dois faire, mais pour embellir ton espace extérieur. Aujourd'hui, on fait du Pinterest organique et du Pinterest Ads, tout bêtement, parce que c'est obligatoirement dans la logique de besoin, d'acquisition, de comportement de l'internaute, quelque chose que tu te dois de faire, tout bêtement. Donc, tu actives du ads, en même temps, tu actives de l'organique et en même temps, tu as une notion réseaux sociaux, si je puis dire, sur Pinterest quand même, qui est un peu plus forte. Et donc là, tu as un vecteur supplémentaire auquel tu n'aurais pas forcément pensé. Pinterest étant par ailleurs en plus très bon en SEO générique quand tu tapes des requêtes plus produits, plus design ou autre. Souvent, ils ont aussi des top 5, donc en plus, tu peux valoriser ça. Les marketplaces peuvent être aussi, mine de rien, encore quelque chose qui fonctionne si les marges du client et des produits vendus le permettent. C'est aussi, mine de rien, des citations que tu peux avoir. Hein, en réalité, une marque est présente sur des dizaines de milliers de fois sur le web parce que dans les marketplaces, va aussi valoriser, mine de rien, une présence plus importante qu'une marque qui n'y serait pas. Donc ça peut être aussi un atout. Et puis après, l'externe, hein, faire des pubs télé, radio, donc des supports un peu plus historiques, un peu plus peut-être vieillissants, si je puis dire, eh bien, ça reste quand même aussi, eh bien, dans la tête du consommateur, eh bien, encore un vecteur supplémentaire qui peut se retranscrire sur des requêtes de marque. Et l'algorithme Google, tu vois, j'arrête pas de faire des passerelles parce que l'algorithme Google lui-même aujourd'hui valorise la force de ta marque. Ça, c'est une réalité. Ça ne fait vraiment pas tout. J'ai tellement de contre-exemples qui font qu'une marque forte ne fait vraiment pas tout. Cependant, évidemment, une marque forte va pousser des, des internautes à aller directement sur ton site ou en tapant la marque et ça, l'algorithme, il le voit. Je te donne un exemple. On a une prestation où tu vas acheter du trafic, par exemple, c'est-à-dire tu vas simuler le fait d'avoir 1000, 2000, 3000 personnes qui viennent des réseaux sociaux sur ton site. À chaque fois que tu fais ça sur une page en SEO, mettons que tu es huitième, tu vas passer troisième. Par contre, ça ne tiendra pas dans le temps si tu n'envoies plus encore du trafic. Mais on voit bien que la notion de trafic, réseaux sociaux, donc indirect, ou trafic direct, peut irrémédiablement jouer sur tes positions aussi. Donc Google, lui, il a compris ça. Voilà. Super, ça pourrait être la conclusion de notre épisode, mais Marvin, t'as une certaine expertise dans toute la partie e-commerce. Et forcément, quand on parle d'IA, on parle de l'impact de lead gen, on parle d'impact sur les sites vitrines, on parle un petit peu d'impact sur la partie e-commerce. Mais on parle pas d'un sujet qui est clairement d'actualité, qui est le web agentique. Euh, Les gens ne savent pas, mais j'ai eu un petit passé de blogueur high-tech. Notamment, je testais tous les smartphones qui sortaient à une époque. Et donc, du coup, j'ai pris l'habitude de regarder les conférences Google, les conférences annuelles. Ça fait des années que je regarde ces conférences-là. C'est la première fois où le sujet numéro un de la conférence n'est pas un device. On parle pas de domotique, on parle pas des Google Glass. Oui, je sais, je suis vieux dans l'univers de l'high-tech. On parle pas du dernier smartphone, etc. On parle pas de l'évolution d'Android à proprement dit. On parle de l'IA agentique. Parce que la vision de Google, et je pense que c'est la vision aussi de beaucoup de commerçants, c'est que Google n'a pas envie de subir la révolution de l'IA, au contraire, il a envie d'être clairement acteur, il a envie de garder cette position de guichet unique, et donc du coup, il imagine un web où demain, on ouvre Google, on dit, je dois aller à La Rochelle demain rejoindre Marvin parce que on peut aller à la plage ensemble et mieux respirer que sur Paris en en canicule. Quels sont les billets? Ok, il y a deux possibilités, une à 8 heures, une à 10 heures. Les prix c'est ça. Tu achètes. Tu achètes.
en restant depuis ton interface Google, sans jamais aller sur le site de la SNCF, sans jamais rentrer ta carte bleue. Tout ça est fait par des agents agentiques. Et donc, du coup, forcément, il y a plein de questions qui se posent sur le web agentique, le GIO et comment les sites e-commerce doivent s'adapter aujourd'hui. Bah, c'est la question que je te pose aujourd'hui, Marvin. Quelle est ta vision sur cette révolution qui, pour moi, est encore plus importante que celle du GIO pour les e-commerçants? Bien, je vais pas faire le devin, évidemment, mais comme tu le dis, c'est pas mal comment, en jachère, si je puis dire. Tu vois bien que c'est un sujet qui est de plus en plus actuel. Tu vois, par exemple, je peux te citer un exemple qui est Walmart. Tu sais, les grandes surfaces, la marque leader, le Carrefour, on va dire, américain, donc grande surface alimentaire, et qui a un gros e-commerce, évidemment, aux États-Unis, qui avait vraiment valorisé un partenariat avec ChatGPT en disant, ben voilà, pour faire ses courses, tout est automatisé, si je puis dire, jusqu'à l'achat. Ils sont revenus en arrière, finalement. Ils ont vu que les conversions étaient 3 fois inférieures à la logique web, site web classique. Et tout ça résidait notamment dans le fait que le panier n'était pas géré par l'internaute, mais tout était commandé en semi-automatique, enfin quasiment en automatique, sans que tu puisses justement jouer avec ton panier. Notamment dans le e-commerce, dans la mode, par exemple, le retail, la partie où tu as des gros paniers, en tout cas volumétriques par le nombre d'articles. L'internaute a encore envie, pour l'instant, évidemment, de faire ses choix, tu vois, de reposer une utilisation un peu plus historique. Par contre, l'utilisateur de demain, c'est pas celui qui a 50 ans aujourd'hui, évidemment. C'est plutôt celui qui est peut-être au collège aujourd'hui, en primaire, ou qui n'est même pas né. Mais en tout cas, qui vit déjà dans un monde où, bon, le PC, ça existe plus, c'est déjà le smartphone. Enfin, c'est une évidence absolue. Où aujourd'hui, il aura fait ses études, il aura sans parler de consommateur, mais juste dans l'utilisation, il aurait fait ses études avec l'IA, par exemple, donc il aurait eu l'habitude d'être guidé, de prendre pour argent comptant. Ce qu'est l'IA, ça c'est en tant que vieux qu'on est, Kevin, sans l'être trop, mais en réalité, on a plutôt proche de 40, si ce n'est plus que de 20 ou de 15. On voit quand même qu'on va avoir tendance à cette posture un peu de, tu vois, allez, on va quand même peut-être regarder, on va pas faire confiance à 300%, à 80, pourquoi pas, mais on va aller quand même avoir toujours ce côté humain. J'ai l'impression que l'internaute de demain aura peut-être beaucoup moins cette appétence de contrôler, de valider, mais plutôt de se laisser guider, parce que dans sa vie, il consomme tout vite, il consomme peut-être tout avec une réflexion légèrement moindre. Donc, j'aurais tendance à dire que d'un point de vue utilisateur, l'automatisation globale de l'achat, je pense qu'elle va quand même s'accélérer. C'est un point de vue voilà, juste, enfin, pas 100% objectif, mais qui repose quand même sur plutôt une tendance dont j'ai l'impression de voir d'un point de vue pro, mais aussi quand même d'un point de vue perso, et d'un point de vue retour client, en tout cas nos clients, comment les consommateurs se comportent. Il y a de ça, tu vois bien que le mode de consommation et le mode d'achat semblent quand même s'accélérer. Alors il y a des contre-vérités, notamment parfois dans l'alimentaire, tu vois, où tu reviens sur des choses plus simples peut-être, etc. Mais sur la partie web, ça va vite, très très vite. Il y a aussi sur la partie agentique là quelque chose d'intéressant, c'est peut-être de choyer la fidélité de son internaute, parce que tu vois aussi tu peux imaginer un écosystème où tout est connecté finalement, que ça soit tes achats, que ça soit ton GPS évidemment, que ça soit tes habitudes eh bien de consommation globale, de navigation. Tout ça fait que je pense qu'un site e-commerce aujourd'hui, au-delà du point de vue purement technico-technique, elle doit, elle doit choyer son utilisateur, elle doit choyer son client, son prospect, elle doit choyer le parcours qu'il a et justement la multitude de, de points de visibilité que tu as parce que le mode agentique
évidemment, il va reposer encore, je pense, sur de la recherche IA tout de même, mais sur notamment l'ensemble des comptes qui vont être connectés. Donc, finalement, les newsletters que tu envoyais, le mode de consommation un peu historique de l'internaute, en tout cas du lien internaute-client, il va certainement être beaucoup plus automatisé. Et bah, pour ce faire, tu dois, à mon sens, encore une nouvelle fois, valoriser, je pense, ta marque au-delà des préconisations techniques qui s'imposeront pour pouvoir être connecté à un moment donné à ces IA-là. Mais il y aura un service de communication très certainement aussi dédié à ça pour essayer de forcer tout simplement la présence que tu auras dans le mode agentique. Et comme tu le disais, les IA aujourd'hui, tu vois, chez tous les e-commerçants qu'on a et de toutes les études que j'ai pu lire, j'ai fait une conférence sur l'IA il y a pas longtemps, c'est moins de 1% des clics pour l'instant. Donc, tu vois la relation euh, globalement des IA, qu'elles soient IA conversationnelles ou même globalement des référals qui pourraient renvoyer du clic, pour l'instant sont très, 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 très faibles. Et les modes agentiques à 100%, ils sont très faibles parce qu'ils sont associés qu'à des grosses, grosses marques pour l'instant et on peut pas s'y engouffrer à 100% dans le sens où ça va jusqu'à l'achat sur ton site en automatisé 100%. Madame Michu, elle est pas là-dedans pour l'instant. Donc, euh, donc voilà, en tout Donc cas, si je c'est un résume mode ton, je t'en si prie. je résume ton propos, ce que tu dis, c'est que oui, on y va, mais pour le moment, les commerçants n'ont pas d'urgence à adapter le parcours sur leur plateforme, etc., ou d'aller revoir leur JavaScript pour mieux guider les bots des IA. Et par contre, si on a envie d'anticiper ce tsunami qui arrive pour le e-commerce, c'est de se reconcentrer sur le basico-basique du marketing digital, c'est-à-dire le branding, le social, la relation client, et de travailler en fait la marque et la confiance qu'on peut créer avec des internautes. Bah oui, parce que je pense que le mode agentique, il va aussi quand même pas mal reposer sur le catalogue client que tu auras. Mine de rien, si l'IA, elle te connaît, elle connaît tes habitudes de consommation. Et si aujourd'hui, je te dis n'importe quoi, tous les ans, t'achètes, je te dis n'importe quoi, ta déco de Noël sur le même site, ben, a priori, 4 ans, enfin, ça fait 4 ans que tu le fais, t'as un compte chez eux, t'as des pubs déjà automatisées, ça, tu le mets en lien avec une IA irrémédiablement, si l'IA est commissionnée sur l'achat, on se doute bien qu'elle va plutôt te préconiser le site où tu as consommé depuis 4 ans plutôt qu'une nouveauté absolue, sauf si évidemment elle pourra potentiellement essayer de valoriser ça. Parce que je pense que ça reposera pas mal aussi, pas que sur l'internaute qui dit je veux ça, mais c'est aussi surtout la proposition. C'est les notifications que tu vas avoir de manière ah tiens, on arrive en novembre, t'as des codes Noël, tu l'as acheté là, tu veux pas l'acheter cette année, n'oublie pas. Tu vois, ça, c'est comme sur ton GPS, je vois bien, tu vas passer bêtement devant ton magasin préféré dans lequel tu consommes toutes les semaines. Ah tiens, il y a une promo là-dessus, tu veux pas? Voilà, est-ce que il y a quand même cette notion d'automatisation globale pour t'inciter à acheter. De toute façon, le but, à la fin, c'est de consommer. Il n'y a pas trop de débat, mais ça peut être associé au restaurant. On évoquait le e-commerce là, mais tout ce qui est associé au service, je pense il y a pas mal d'automatisation. Ça peut être connecté, et même, on imagine, tu vois, sur des sociétés de services, sur les calendriers d'un plombier, je te dis n'importe quoi. Enfin, ah tiens, ce plombier est disponible là, tac, tac, et prends-le. Tout ça, toute cette interconnexion, tu vois, j'ai assez peu de recul là-dessus, mais je l'imagine, enfin, factuellement, nous, en fait, même toi, je pense au quotidien, c'est ce qu'on est en train de faire, nous, pour nos agences, à nous, en tant qu'en B2B, on est quand même à bien plus mature. Irrémédiablement, le B2C, il passera à un moment donné, si tant est que l'internaute l'apprécie parce que mais il va avoir une touche irrémédiablement d'automatisation d'agentique comme tu le dis sur la partie B2C, même si j'ai l'impression que pour l'instant ça se concentre quand même énormément sur le B2B. En tout cas, on voit bien même dans la construction des IA conversationnelles, elles sont quand même faiblardes hein. Visuellement en termes d'UX, tu vois, c'est très basique justement pour l'instant en tout cas, et on voit bien que ça génère très peu de clics, donc irrémédiablement, on voit bien quand même que l'internaute s'informe, sort, va ailleurs pour se réinformer et pour cliquer finalement. Mais derrière, côté B2B, nous, on a beaucoup, 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 beaucoup de solutions mises à disposition pour les IA.
Et c'est toutes les semaines, en fait. Il y a des nouveautés absolument tout le temps. Et le mode agentique, nous, on est dedans. Pour le coup, il y a cette relative automatisation des IA qui nous permet quand même, au-delà de gagner du temps, surtout d'élever le niveau d'analyse. C'est surtout ça qui est le plus important, finalement, pour nous en B2B. Super, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part qu'on arrive sur, petit à petit sur la fin de l'épisode. C'est marrant, lors de notre échange, je me suis dit: «On aurait pu nommer l'épisode comment, l'agence, Sky SEO se transforme comme le marché se transforme». Puisqu'en fait, ton cœur d'activité, c'est le SEO. Désormais, vous traitez également la partie paid, vous traitez également la partie GIO, parce que comme je l'ai dit au cours de l'épisode, bah, vous êtes performance oriented, donc du coup à un moment donné, qu'on va générer de la croissance, on peut pas avoir uniquement un focus que sur le SEO. C'est ce qu'on s'est dit sur sur cet épisode-là, c'est que pour générer de la performance, il faut être omnicanal, parce que le parcours d'achat il est de plus en plus segmenté, que le clic n'est plus uniquement le juge de paix, qu'on peut parler d'exposition, qu'on peut parler de répétition de messages, et qu'on le voit avec l'augmentation des remarques, enfin des requêtes marques, autant sur la partie paid qu'organique, etc. On voit bien aussi que le web il est en train d'évoluer. J'avais mis une autre stat comme quoi le trafic payant aujourd'hui progresse à 75% sur les derniers mois. Ça montre aussi que ben, vu qu'on génère moins de clics en direct, on essaie de générer ce trafic de qualité ultra qualifié par d'autres moyens, ce qui augmente bah, tous les coûts d'acquisition. Vaste sujet. On a parlé de plein de trucs, etc. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet, un truc qu'on n'aurait pas abordé avant qu'on passe sur la fin de l'épisode? Non, il faudra surveiller le zéro clic côté désolé, AI Overview sur Google, qui est pas actif hein, en France, en l'occurrence. Donc il y a la partie j'ai un résultat IA dans Google directement. Google disait que ça va pas tarder, a priori, dans une conférence. Alors c'est très politique aussi, hein. Il faut prendre avec des pincettes. Mais pour l'instant, la loi française fait que il y a un blocage là-dessus, mais qui ça pourrait légèrement bouleverser la partie informationnelle, notamment. C'est grandement des requêtes informationnelles, rarement e-commerce pour le coup ou autre, ou service, mais très 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 associé à je veux une information un petit peu générique ou nichée, mais en tout cas de l'information. Là-dessus, on a des résultats qui, ben, évidemment, sont beaucoup plus condensés avec une réponse directe, comme à l'époque la position zéro le faisait, où tu avais un gros encart avec un tiers, un dixième plutôt du contenu du site résumé, donc en tout cas affiché. Donc ça, c'est quand même à surveiller. Il faut déjà s'adapter. C'est pareil, il y a quelques subtilités pour essayer de le valoriser, mais ça repose quand même aussi en grande partie sur ben, l'autorité qu'a déjà le site dans le top 10 et sur la façon d'avoir présenté l'information. Irrémédiablement, ça peut faire perdre quand même 15, 20, jusqu'à 30% du trafic sur ce genre de requête. Par contre, de la même manière, il faut essayer de valoriser sa marque parce que même si on n'est pas cliqué à l'instant T, si c'est une information, c'est assez logique, l'internaute a son information, mais idéalement valoriser qui donne cette information. De la même manière, quand on fait un article de blog, il sert pas à 99,9%, il sert pas à convertir maintenant, mais plutôt à valoriser la marque qui a donné l'information pour qu'elle rentre une nouvelle fois dans la tête, comme une pub télé, par exemple, pourrait le faire. On va pas forcément acheter la voiture d'une pub télé dès demain, mais mine de rien, ça rentre dans la tête et il y a de la brand, ou comme quand Coca fait une pub, bah, c'est pareil. On les connaît, hein, c'est pas le propos, on va peut-être pas forcément en acheter dès demain, mais ça rentre, ça rentre, ça rentre. Donc, il y aura quand même, il y a quand même ce sujet-là à surveiller très factuellement là sur les prochains mois, voire sur l'année prochaine. Top. Du coup, passons sur la dernière partie de cet épisode-là. C'est la partie qui va être la plus compliquée pour toi, Marvin, parce qu'en fait, il va falloir faire des réponses courtes. Je suis pas bon là-dedans. Donc, l'idée, c'est de répondre en deux, trois phrases aux questions que je vais te poser, d'accord? Pas de problème.
Pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet du jour, est-ce que tu as une ressource, un livre, une étude, un podcast ou une vidéo à recommander? Ou une Ben, conférence que tu as faite, par exemple? oui, il y a la SEO Garden Party, si vous tapez cette brand, j'ai fait pas mal de conférences chez eux, vous y associez mon nom. J'ai fait d'ailleurs une dernière conférence sur la partie GEO qui peut compléter, notamment avec beaucoup de chiffres, comment se comportent les internautes, les pourcentages de trafic, d'évolution, de croissance par pays, etc. Ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est SEO Garden Party et c'est le sujet sur l'IA. Vous associez mon nom, vous trouverez sans problème. Après, vous pouvez suivre par exemple, Fabien Rakidel sur les réseaux, qui est, je trouve, aujourd'hui, si on veut faire de la veille et sans avoir voilà 50, 100 consultants à suivre tous les jours, on va perdre de l'information. Si vous suivez ce consultant SEO qui est un confrère, il a une belle dynamique GIO sur X ou sur LinkedIn. Moi, c'est un confrère que j'aime à citer parce que je trouve que c'est celui qui fait le plus, qui donne hein, le plus en termes de veille. Donc, je trouve que c'est quelqu'un à suivre par exemple. Et puis, vous pouvez nous suivre aussi. On tend toutes les semaines à essayer de donner, eh bien, des tendances, des cas concrets, ce genre de choses. Et on va encore en plus accélérer ça dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas. On mettra tous les liens en description, pour que ce soit plus facile d'accès. Hem, Souvent, quand on commence une mission, de consulting, pour conforter la confiance et cetera, on parle souvent de quick win. Toi, avec tes 15 ans d'expérience, c'est quoi le quick win SEO que tu recommanderais à nos auditeurs? Hem, c'est de vérifier si la technique n'est pas le problème. Je dirais qu'il y a un client sur 8, c'est ça. Et on peut faire des levées de croissance à 3 chiffres en SEO avec une erreur qui prend 10 minutes à corriger. C'est vrai, c'est réel, ça existe et je le vois pas, enfin assez souvent, mine de rien. Donc vraiment ça, c'est un quick win très, 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 très fort et puis derrière, c'est, le SXO, tu vois la partie UX associée au SEO, eh bien, avoir une construction de template de page qui soit vraiment au cordeau, magnifique, ou vraiment que ce soit sur les landing pages ou les catégories pour les e-commerce, que ce soit sur des articles de blog, sur des guides, essayer vraiment d'avoir une structure de contenu qui soit bien matérialisée dès le départ, donc belle refonte graphique ou en tout cas dans le terme de template, et derrière le vrai quick win qui n'en est pas un, mais qui en finalement est la résultante, en tout cas la croissance en est la résultante, c'est de produire et de ne jamais s'arrêter. Voilà, ça c'est vraiment le vrai quick win pour moi, il est là. Il est, je produis de l'autorité, je produis du contenu sur mon site, sur le site des autres, et tous les mois, j'ai des objectifs chiffrés en termes de qualité, de quantité, et je focus vraiment. Le seul quick win en vrai, de vrai, c'est celui-ci. Très bien. L'outil dont tu ne peux plus te passer aujourd'hui? Bon, c'est Claude. Pour rester Voilà. aller dans la thématique, en vrai, je peux plus m'en passer parce qu'il n'y a pas une journée où je ne l'utilise pas. Sinon, évidemment, des outils plus historiques, SEO classique, GIO aujourd'hui. J'avais que 2 phrases, j'en ferai qu'une de plus, mais la nébuleuse du tracking IA est la chose où on doit faire le plus de veille pour essayer de trouver une solution pour justement valoriser et matérialiser la croissance IA de son site web. Parce que c'est le plus dur, c'est qu'on n'a pas de data ou très peu de data. Donc, on a des datas Ouais. un peu éclatées dans tous les sens. Et aujourd'hui, essayer de piloter ça avec le maximum d'outils. Pour l'instant, c'est tous ces outils qui sont répondus. Il y en a plein, 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 mais on voit bien que c'est quand même assez compliqué d'avoir une data réelle pour l'instant, à part sur Bing qui lui donne la data. C'est le seul à la donner pour l'instant. Et récemment, la mise à jour de Google Search Console également Ouais, sur, allez, ouais, c'est limité, hein. Honnêtement, c'est mais bof, c'est quoi. Mais c'est oui, ça donne tu as quand même raison. quelques pistes. Quelques pistes, exactement. Hem, on est au 5e épisode de Focus, donc on a parlé, de SEO avec, Vincent. On a parlé de trafic payant Google avec, heu
avec Sébastien, pardon. On a parlé de analytics, suivi du ROI, fiabilité du ROI en 2026 avec Olivier. On a parlé récemment avec LinkedIn sur comment faire évoluer sa stratégie LinkedIn à l'aube de 2026 en prenant forcément l'aspect JO parce que LinkedIn fait partie des sources de plus en plus citées, notamment sur les requêtes B2B. Aujourd'hui, on a parlé de la menace entre guillemets du GIO vis-à-vis du SEO et au final on se rend compte que c'est pas une menace, etc. On va certainement faire une petite pause durant l'été, mais c'est pour le 6e épisode de Focus. Quel sujet, toi, tu aimerais qu'on aborde, que tu trouverais intéressant, un expert peut-être directement à nous recommander pour notre prochain épisode, pour aider nos internautes à toujours mieux anticiper, mieux comprendre les révolutions, les mutations du marketing digital. Heu, je parlais, tu vois, de tracking et je dirais que ça pourrait être un sujet ultra important, ultra intéressant et assez peu, discuté finalement. Alors qu'aujourd'hui, le multicanal t'amène une multitude de canaux à suivre et au final, bien les traquer, bien les comprendre, bien les mesurer, c'est encore mieux investir l'année prochaine finalement pour, essayer de générer toujours plus de business. Je pense que c'est un des points où on est, où le web, enfin en tout cas dans l'environnement que je côtoie depuis des années, c'est souvent le point le plus négligé et pourtant finalement, ben, c'est ce dont on a besoin pour qualifier la réussite et le niveau de réussite de notre stratégie. Donc ça, c'est un point qui est très 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 important et encore plus comme je te le disais avec voilà, avec cette espèce de brouillard qu'il y a autour de l'IA, finalement, on a évidemment plein de KPI à suivre, mais qui pour l'instant sont de l'échantillonnage et pas une absolue réalité. Donc, du coup, cette partie KPI, elle pourrait, même si elle est un peu, peut-être pas forcément 100% évidente côté podcast, mais elle a quand même un intérêt fondamental pour les annonceurs. C'est évident. Bah, j'invite tous les auditeurs à écouter l'épisode 3 de Focus avec Olivier Guillaume, qui est data analyst et à qui on a abordé le sujet. C'est passionnant et surtout, bah, comme on n'a pas arrêté de dire aussi avec Marvin, c'est que il y a 5 ans, on avait une façon de faire. Désormais, ces façons de faire ne fonctionnent plus pour des multitudes de raisons. Donc, n'hésitez pas à écouter cet épisode-là sur le tracking. Merci Marvin pour ton temps. Sylvie. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est ton actu du moment? Qu'est-ce qui t'occupe particulièrement en ce moment? Ah bah, il y a pas mal de choses, parce qu'au-delà d'être expert, on va dire acquisition, depuis plusieurs années, je dois me qualifier d'expert, entrepreneurial et diriger une entreprise, mine de rien, c'est la faire évoluer, pour que évidemment satisfaire toujours, plus les clients pour derrière et bien évidemment, générer quand même du chiffre. C'est aussi le but, même si on l'avoue pas toujours, mais factuellement, c'est la réalité. Donc du coup, moi, mon objectif, tu vois, sur 2026, c'était de me dégager de l'opérationnel, ce que je suis quasiment réussi à faire à 95%, on va dire, pour justement essayer de travailler en sous-marin, si je puis dire, pour automatiser le parcours client au sein de Sky SEO, c'est-à-dire donner des outils internes aux clients pour qu'ils n'achètent plus, entre guillemets, n'investissent plus, pardon, uniquement sur que l'humain, mais aussi qu'ils aient une boîte à outils, qu'ils aient justement ce tracking avec tout un tas d'outils internes, et puis globalement essayer de travailler à la croissance. Là, on a recruté encore 2 personnes sur ce mois de juin-juillet. Là, il y a deux personnes supplémentaires. Donc, il y a du recrutement. Euh, voilà, essayer d'asseoir de plus en plus notre niveau d'expertise tout en faisant évoluer l'entreprise, quoi. Et si un de nos auditeurs, ou même plusieurs, ont envie de discuter avec toi potentiellement d'une collab parce qu'ils sont en train de réinterroger leur stratégie, etc., comment on fait pour te contacter? Il y a un bouton de pré-audit notamment ou de contact, hein, peu importe, sur skyseo.biz. Skyseo.biz, c'est notre site et il y a un formulaire de contact tout simplement. Il y a le numéro de téléphone, le profil LinkedIn aussi, il n'y a pas de problème par message. Et voilà, si vous voulez valoriser
une potentielle synergie de travail ensemble, on réalise des pré-audits. C'est 3 à 4 heures d'analyse, en l'occurrence humaine. En tout cas, c'est du travail. Il y a de la plus-value à vous faire. C'est un liste qui est évidemment complètement offerte. Et ça nous permet justement, comme je l'initiais au départ, eh bien de valoriser un niveau de maturité de votre site, des pistes d'optimisation, des pistes de stratégie et avoir déjà un socle d'échange qui soit solide. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter par le biais du site. Eh ben, on rajoutera le lien en description de cet épisode. Merci beaucoup, Marvin, pour ton Merci temps. Kevin. C'était vraiment très chouette. Je pense qu'on aurait pu faire x2 en termes de Oui. durée, parce que le sujet, il est intéressant. Ton expertise et ta vision est passionnante, mais on reste sur des formats podcast, donc on va essayer même si je pense que c'est l'épisode le plus long qu'on ait fait jusqu'à présent, on est obligé d'interrompre le sujet. Mais voilà, comme tu l'as très bien dit, si on a envie de poursuivre le débat, n'hésitez pas à contacter Marvin sur LinkedIn Avec plaisir. ou sur le site de Sky SEO. On va mettre les liens en description. Merci beaucoup. Merci Kevin. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Focus jusqu'au bout. Si cet échange vous a permis de mieux comprendre comment le SEO est en train d'évoluer face aux IA, aux GIO et aux nouveaux parcours de recherche, alors cette mission, elle est remplie. Parce qu'au fond, le sujet aujourd'hui n'est plus seulement de comment gagner des positions sur Google, mais plutôt comment rester visible, crédible, recommandé dans un web où les moteurs de recherche, les IA et les plateformes conversationnelles influencent de plus en plus les décisions. Et c'est exactement l'ambition de Focus, vous aider à prendre du recul sur les grandes transformations du marketing digital pour mieux décider demain. Et maintenant, la discussion continue avec vous. Est-ce que vous voyez déjà un impact de l'IA sur votre stratégie SEO ? Est-ce que vous pensez que le GIO va devenir incontournable dans les prochaines années ? Et surtout, quels sont aujourd'hui vos plus gros enjeux de visibilité digitale ? Partagez vos réflexions en commentaire de l'épisode ou directement sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver en recherchant Kevin Brun, B-R-U-N, Marketing. On lit absolument tous vos retours et ils nous aident directement à construire les prochains épisodes de Focus. Et si vous avez trouvé cet échange utile, le meilleur moyen de soutenir le podcast, c'est tout simplement de le partager à un collègue, à votre équipe ou directement sur LinkedIn. Vous pouvez aussi nous aider en quelques secondes en laissant un commentaire et surtout une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous permet de faire grandir Digital Marketing for Pro, d'inviter des experts et d'aller toujours plus loin dans l'analyse. Et si vous souhaitez retrouver facilement cet épisode, vous pouvez le retrouver en version filmée sur la chaîne YouTube du Petit Digital et en version audio sur toutes les plateformes d'écoute en recherchant simplement DM4 Pro dans votre barre de recherche. En attendant le prochain épisode de Focus, on se retrouve tous les 15 jours pour notre résumé de l'actualité marketing digital en moins de 30 minutes. Alors, bon, petit problème technique qui fait que on m'a coupé la chic. Ne vous inquiétez pas, l'épisode se termine bien. Ça me donne l'occasion de voir si vous écoutez vraiment l'épisode jusqu'au bout. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à marquer AI Overviews en commentaire de cet épisode. Allez, j'envoie le générique.